Du coup, bonsoir Benjamin, c'est bien ça? C'est ça, bonsoir. Du coup, Benjamin, toi, je t'ai contacté parce que j'ai vu que vous aviez une pico-brasserie avec ton frère, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et du coup, c'est ça. Ouais, fait ça dans notre garage. d'accord. Et moi, ça m'intéressait un petit peu, un peu comme ce que j'avais fait avec Nicolas de la brasserie Animalt. J'aime bien m'intéresser à ceux qui ont des petites structures, des petites brasseries. Déjà pour donner des idées quand tu es amateur et que tu veux passer vers du pro. Et puis aussi pour sortir un petit peu de tout ce qu'on voit, je sais pas comment te dire, de gros brasseurs avec des investissements énormes, etc., etc. Du coup, toi, tu es brasseur amateur depuis combien de temps à peu près ? Du coup, on brasse avec mon frère depuis environ 3 ans. Donc en fait, on a commencé. Mon frère avait eu un kit avec un collègue à lui. Ils avaient acheté un kit tout fait avec les petits pots. Pas mal à un moment sur les sites style serveur bière ou ce genre de choses. Ouais. Et donc ils avaient fait ça, puis après ils m'en avaient offert un pour mon anniversaire, donc on a testé ça, on a fait ça dans la cuisine, dans une gamelle, et on a trouvé ça sympa, mais du coup ça nous a donné envie de recommencer, mais de faire le truc, enfin c'était un peu frustrant quoi. Ouais. Et donc du coup il s'avérait qu'il y avait un collègue à mon frère qui avait une microbrasserie. Alors eux ils sont dans l'Allier, c'est la brasserie JNT. Et donc du coup, ils nous ont prêté un peu de matériel, donc ils nous ont prêté vendu un peu de malt. Après, on a acheté deux trois ce qu'on avait besoin, la levure, etc. Ouais. Et puis on a testé ça et on a testé ça, on a fait une recette, on l'a testé et on a trouvé ça super sympa. D'accord. Et donc du coup on a voulu recommencer, mais bon, vu qu'on pouvait pas emprunter le matos des copains tout le temps, on a voulu investir. Et du coup ça allait assez vite. Ouais. Parce qu'en fait le collègue en question il nous a tagué sur une publication, donc sur les groupes de matériel pro, ou sur une occasion en fait, sur un brasseur qui était pas très loin de chez nous, donc la brasserie Oudou, qui est près de Tarare, qui vendait son matériel, donc de 100 litres. Ouais. Et donc on a craqué. Le matin on a vu la publication, l'après-midi on achetait le matériel quoi. Donc c'est allé hyper vite. Donc c'est vrai que après avec un peu de recul je me dis que 100 litres pour commencer au final c'est déjà quand on voit que électrique, plus sur des gabarits 20-27 litres. Ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais on est bien content d'avoir commencé par là, parce que du coup ça permet quand même d'avoir un peu de voir les choses venir quand on fait une recette. Parce que c'est vrai que quand on fait nos tests, on a une petite cuve de 30 litres, donc on en sort à peu près 20 litres embouteillés. Ouais. C'est vrai que ça part vite, quoi. Il y a 5 cartons, il suffit qu'il y ait 2-3 copains qui passent à la maison et c'est terminé, quoi. Ouais. Donc du coup, on a investi dans du 100 litres, des cuves de 100. D'accord. Petit bonsoir à Shoot on Fire qui est dans le chat, Maxou. Et puis, salut, bonsoir, tu m'avais manqué, ouais, ça fait 2 fois de suite les lives ce soir. Je t'ai pas passé le chat, tu le veux peut-être si tu... Ah ouais, je veux bien, ouais. Je vais te l'envoyer. Et du coup, actuellement, vous faites des brassins de 200 litres maxi ? Alors on est sur des cuves de 100 litres. D'accord. Oui. 100 litres. Et on fait... on fait... Enfin, c'est des cuves de 110 et quelques. Enfin, voilà, oui. Mais on est sur 80 à 90 litres embouteillés, quoi. Ouais. Et bonsoir Sébastien. Et du coup, sur quel type de fermenteur vous êtes ? On est sur des fermenteurs en plastique alimentaire, en fait. D'accord. Voilà, en fait, la brasserie avec qui on a acheté le matériel, ils nous en avaient... Enfin, c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils utilisaient. Avant qu'il passe en 300 litres, et du coup il nous en a vendu un avec, et après très rapidement il en avait d'autres
un deuxième, deux autres. C'est vrai que c'était pas mal. Ouais. Enfin, c'est que ça coûte rien du tout, quoi, l'investissement à l'achat. C'est vrai que nous, on essaye on fait avec nos moyens, donc du coup, on essaie de limiter les coûts d'investissement, et voilà. Après, c'est vrai que on aimerait bien être sur de l'inox, sur les fermenteurs, mais pour le moment, sans litre, ça va bien. Quand on voit qu'il est, enfin, pour le moment, c'est pas le cas. Là, je pense qu'on va bientôt changer les deux premiers, les deux plus vieux. Ouais. Mais bon, ça va bien. On n'a jamais eu de problème. On n'a pas de faux goût, donc on n'a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Tant qu'il n'y a pas de Pas de contamination, surtout. Makou qui demande sur quel type d'installation, s'il te plaît, Gazélec, où on en a parlé très vite fait, mais je te laisse donner le détail. Ouais. Alors on est, du coup, je sais pas, je t'avais envoyé des photos, je sais pas si... Oui, alors attends, je vais les mettre. Hop. Elles vont défiler. On est sur le gaz. En fait, on a monté, au début, on était sur une planche avec 2 tréteaux, on avait nos 3 cuves d'alignées. On a 2 brûleurs, donc un pour l'empâtage, un pour les buts, avec une cuve tampon. Et du coup, pendant le premier confinement, on s'est monté un atelier. On a trouvé en fait un PDF pour fabriquer son atelier gravitaire. Ce qui fait qu'on a un petit atelier par gravité, donc qui va super bien, qui est super optimisé. Donc ça a été un petit peu de boulot, puisqu'il a fallu monter la structure, après mettre en place toute la plomberie, tout optimiser pour que ça aille nickel. Mais maintenant on a un truc qui est vraiment qui a été monté bricolé par nous-mêmes, donc on le connaît très bien. Ouais. Oh, je crois et c'est des étapes qui se font par gravité. Ce qui n'était pas le cas au départ. Quand on a commencé, on faisait tout à la pompe, et donc c'était pas top. Ouais. Et maintenant, on a le rinçage qui se fait par gravité. Il y a personne dans le chat, les gars. Ça s'appelle être. C'est pas mal. On utilise la pompe que pour renvoyer en fait de notre cuve tampon à la cuve d'ébullition. Ouais. Et après, même le refroidissement se fait par gravité. Dans un premier temps, le premier refroidissement, on peut le faire par gravité, et puis ensuite, on finit à la pompe pour envoyer dans les fermenteurs. D'accord, ok. Et vous, c'était vraiment un choix dès le début d'être sur une petite structure parce que c'est quelque chose qui est complémentaire à votre activité, ou l'idée c'est de développer ça au maximum pour en vivre et puis pour se salarier tous les deux dessus? Alors non, pas du tout en fait. À la base, c'était vraiment un délire. Enfin, de se dire, en fait, on est 3 en fait. On est 2, moi et mon frère, et puis on a un collègue aussi qui vient brasser de temps en temps avec nous. D'accord. Voilà. Et du coup, c'était vraiment un délire de, on est fan de bière, on boit pas mal de bière, on aime bien la bonne bière, et du coup, est-ce qu'on ferait pas notre bière, quoi. Ouais. Tout simplement, c'est parti de là. Et puis à aucun moment, c'est devenu vraiment une passion. Du coup, maintenant, c'est vrai qu'on y passe. Enfin, moi, j'y passe dès que j'ai fini mon activité. Je creuse de droite à gauche, je regarde des vidéos, j'apprends des nouveaux trucs, on visite des brasseries, etc. Donc, c'est devenu une vraie passion, quoi. Ouais. Et on n'arrête pas d'améliorer nos process, d'apprendre des nouvelles choses. Il y a énormément de choses à apprendre. Ouais. Et donc, du coup, c'est devenu une passion. Et sauf que c'est une passion qui coûte cher. Et donc, du coup, c'est après un second fait, c'est dit, là, on commence à investir pas mal. Du coup, il faudrait peut-être penser à vendre pour rentabiliser un petit peu notre matériel, quoi. Ouais. Parce que c'est un peu aussi ce que je disais, la différence de commencer directement en 100 litres plutôt que sur des cuvées de 20-27 litres. On est vraiment là sur de la conso perso. Là, pour le coup, on est sur 250 bouteilles. Donc derrière, il faut la logistique qui va avec en termes de mise en bouteille, étiquetage, ainsi de suite. Même si ça reste minime. Ouais. Ça prend du temps, et donc du coup, le fait de s'équiper, ça permet de gagner quand même du temps. Ouais. Et donc ça coûte vite cher, quoi. Parce que du coup, toi et ton frère, vous avez votre boulot à côté complètement au Québec. C'est ça, ouais. Moi, je suis dans une agence web marketing. D'accord. Je suis traffic manager.
Tu m'as parlé truc que je connais pas du tout. Et mon frère industriel dans les ouvrages d'art. Donc il fait de l'inspection et de l'étude de plans de ponts et de viaducs. Donc aucun rapport avec la bière au final Absolument aucun rapport avec la bière. Ouais. Et donc en plus on est à temps plein, on a chacun notre activité, on n'habite même pas au même endroit. Et donc on fait ça vraiment le week-end, quoi. D'accord. Donc du coup oui, maintenant c'est devenu une activité secondaire parce que du coup maintenant vu qu'on vend un minimum, il faut se donner un rythme, donc on a un minimum de rythme de production, donc on essaie d'avoir un peu de stock de chacune de nos recettes. De prendre du temps aussi pour faire de nouvelles recettes parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Ouais. Puis après un peu de moi, mon frère s'occupe un peu plus de la partie bricolage, on va dire. Ouais. Optimisation. C'est lui qui a monté l'atelier, par exemple. Moi, je suis plus sur la partie on va dire commerciale et marketing, quoi. D'accord. Et même sur les recettes de bière, vous décidez ça à deux ou c'est plutôt... Ouais. Par contre, là-dessus, on fait à deux. C'est vrai qu'au début, c'est lui qui avait commencé à faire un peu plus, lui qui avait commencé à faire la recette. Mm-hmm. Puis très rapidement, je m'y suis intéressé. Puis maintenant, on les fait à deux. Maintenant, au début, il faisait la recette. Après, moi, je regardais de mon côté. Puis maintenant, en fait, on se pose vraiment. On fait la recette à deux, on la teste, on goûte, on dit bon, ça va, ça va pas, on optimise. Et... Tu sais à peu près à combien de brassins vous êtes ? Bonne question. Vous brassez tous les combien ? C'est hyper pas du tout régulier. En fait, on a tendance à doubler la production quand on est en confinement, on va dire, parce qu'on a un peu plus de temps. Mais on était parti à la base sur une fois toutes les 2-3 semaines, on va dire. Ouais. Et puis c'est vrai que pendant les périodes de confinement, on était quasiment une fois par semaine, quoi. Ouais. Une trentaine, je dirais entre 30 et 35 brassins cette année, je pense. Ouais. Et du coup, vous avez vraiment... salut, il y a du monde qui passe sur Facebook. T'as reçu le code pour avoir le chat ? Je t'ai envoyé sur Insta. Je sais pas où tu me l'as envoyé, mais... Sur Insta. Ah ouais, sur Insta, c'est... Ouais. J'ai pas Insta connecté sur mon ordi, du coup. Ah. Je me le transfère par mail. D'accord. Et bonsoir tout le monde, à ceux qui arrivent. Je vois qu'il y a des habitués. Il y a Quentin qui était avec nous aussi hier, qui est très très content du live SpaceX qu'il a vécu après le stream d'hier. Pierre Viel aussi qui est là assez souvent. Salut, sympa la binouse avec l'artwork qui va bien. Et ouais, du coup, pour le moment, vous avez la seule raison d'être de votre brasserie, c'est de vendre pour pouvoir vous payer du matos, peut-être améliorer vos conditions de brassage, mais vous n'avez pas l'idée de vous développer, d'aller plus loin et d'en faire une activité secondaire ? Alors, j'ai pas entendu le début de ta question, mais de la fin, je pense que j'en ai déduit. Alors du coup, si en fait cette idée-là commence à naître en fait. D'accord. Voilà. On commence à réfléchir à la suite, donc je pense que ça va se faire progressivement dans tous les cas, mais mon frère est plus dans l'optique de vraiment de garder ça en activité secondaire. Ouais. Pour le moment, alors peut-être qu'après ça changera, hein, je sais pas si voilà. Moi, par contre, ça m'intéresse beaucoup plus parce que moi, j'ai tout l'esprit un peu entrepreneurial. Ouais. Et puis j'aime aussi l'aspect artisanal. J'ai toujours été très proche de ça. Du coup, c'est vrai que moi, quand je commence à faire quelque chose, j'ai tendance à me mettre à fond dedans.
Et donc ouais, c'est sûr que moi, voilà, ça mijote beaucoup dans ma tête, quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut faire progressivement, quoi. Et par contre, on a commencé déjà un peu à réfléchir à justement à quelle serait l'étape suivante. Et voilà, nous, du coup, on réfléchit à comment, enfin, sur quel type de matériel on voudrait se diriger, quelle taille, quel type de matériel, Ouais. etc., quoi. Parce que du coup, tu penses pas que c'est viable avec en gardant votre matériel actuel? Ça me paraît en fait 100 litres à deux, je trouve que c'est compliqué d'en tirer des revenus. Alors après, nous on a des contraintes en fait, on a des grosses contraintes de stockage. Ouais. Parce qu'en fait, on fait ça, nous on brasse dans le garage de la maison familiale. Voilà, puisque moi je suis en train d'acheter, mais c'est en cours. Ouais. Et mon frère est dans un appartement, quoi, et on n'a pas de local dédié, on paye pas de local, donc on fait ça vraiment dans notre garage. Et donc en termes, ça commence à faire à prendre de la place. Ça commence à prendre de la place, quoi. Tu m'étonnes. Donc au début, on tournait vraiment absolument sur tout à flux tendu. Donc c'est-à-dire qu'on prenait vraiment le malt pour les 3 prochains brassins, le houblon pareil. Ah oui. Les donc bien cher les bouteilles. Et puis à un moment, on a commencé à se dire que notre bière, elle coûtait cher. Ouais. à la production. Du coup, on a commencé à commander un peu plus de malt, un peu plus de houblon, donc ça prend énormément de place. Et puis à commander une palette de bouteilles. Sauf que on est dans une maison, donc du coup on doit stocker la palette en extérieur dans le jardin, donc c'est assez folklore. Donc du coup et puis après il y a tout ce qui est stockage avoir une salle de fermentation dédiée, avoir une salle de stockage pour les bouteilles, donc voilà. En termes de place, c'est vraiment très 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 compliqué, quoi. Ouais. Et donc du coup on a du mal, jusqu'à présent on payait très cher, donc là maintenant on se débrouille un peu. La première fois on a acheté le houblon au kilo, prix qui commence à baisser de manière assez importante, donc c'est hyper intéressant. Les bouteilles, c'est pareil, depuis qu'on a acheté à la palette, on a les prix qui ont baissé de manière drastique, donc ça fait plaisir et on commence un peu à avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Donc peut-être que... voilà. Mais je pense que c'est vrai qu'en 100 litres, c'est quand même limite pour pouvoir en tirer une activité principale, je pense. Ouais, oui, c'est l'impression que ça me laisse aussi, mais à voir, faudra approfondir. Après, je pense qu'il y a un équilibre à avoir, parce qu'en fait, je pense que il y a un aspect déjà vente. Comment est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend en direct? À quel pourcentage de notre production on vend en direct? Ouais. Quel pourcentage on vend en indirect? Après, quand on vend en indirect, est-ce qu'on vend sur des caves, sur des commerces qu'on doit livrer? Donc tout ça prend du temps. Ouais. Si on est sur des volumes sur un atelier de 100 litres, je pense qu'il faut quand même produire régulièrement, brasser plusieurs fois par semaine, donc ça prend du temps. Donc arriver à jongler avec les deux, c'est voilà. Donc après on risque de perdre un peu que ça devienne usant, en fait, je pense. C'est surtout ça qui est dangereux. Alors que si on a une plus grosse capacité, du coup on va pouvoir brasser moins souvent, donc une fois par semaine, une ou 2 fois par semaine. Là ça reste déjà beaucoup plus gérable, quoi, parce qu'il faut du temps pour faire le reste, quoi. Mais toi, si tu te vois par exemple un jour développer ça de manière un peu plus pro, tu te vois faire ça toujours avec ton frère qui lui n'a pas forcément envie d'être salarié là-dedans, si je dis pas de bêtises? Oui, carrément. En fait, autant on envisage de monter un palier au-dessus, autant il y a un palier qu'on n'aimerait pas dépasser, en fait.
Ouais. Du coup, nous, on réfléchit à passer sur du... alors pas tout de suite, d'ici 1 an et demi, mais à passer sur des cuves de 500 litres. Ouais. Et pour le coup, je pense que ça s'arrêterait là, quoi. On n'essaiera pas ensuite de passer au-dessus, quoi. On voudrait quand même garder cette échelle microbrasserie, petite production, pour pouvoir gérer un peu aussi tout le processus, pouvoir vendre en direct, pouvoir avoir vraiment quelque chose à taille humaine, quoi. Ouais. Et donc du coup, oui, je pense que ça va pouvoir après un moyen de qui soit qui sorte un salaire et demi, quoi, voire 2 salaires, quoi. Attends. Mais bon, ça se calcule, quoi. Excuse-moi, je me fais chambrer par mes cousins parce qu'il y a de mes élèves qui m'ont écrit « Bonsoir monsieur, les ingénieurs du CNAM vous ont posé une question sur le forum. Pouvez-vous y répondre entre 2 bières avant demain matin ?» Oh oui les gars, on y répond ce soir. Pour la première question, 30 secondes. Pour U instantané de G plus un instantané de Q, la réponse c'est que oui, vous avez raison dans ce que vous me proposez. Donc je peux confirmer ce que vous m'avez mis. Et pour si notre bois a un taux d'humidité de 20% mais qu'il est dans un local non chauffé, est-ce qu'on reste? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas ce problème là demain. Voilà. Donc, mais sinon, si tu as un bois qui est à 20% d'humidité et que tu es dans un local non chauffé, tu mets pas la diminution de section de 2%. Comme ça, ils auront leur réponse. Excuse-moi, Benjamin. Du coup, il veut aussi bonsoir. Est-ce qu'il te contacte Parce que, ouais, Flo D, là, par exemple, le dernier, je pense que c'est un de mes élèves. Je peux pas te dire qui c'est. Et ils ont un partiel de méca demain. Et tu crois que je les ai comment, les abonnés sur la chaîne YouTube? je vais là où ils sont. Santé à tes élèves. Et sinon, Cédric qui dit bonsoir. Petite question, quel est le statut juridique de l'entreprise? Alors, du coup, pareil là-dessus, par souci d'économie et de facilité de gestion, de toute façon, on est obligé d'avoir un statut. Et donc, on est parti sur un statut auto-entrepreneur. Donc, au nom de mon frère, étant donné que moi, j'en avais déjà un. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est un statut auto-entrepreneur au nom de mon frère, avec TVA intracommunautaire pour pouvoir limiter, pour pouvoir payer hors taxe. Donc ça, il y en a pas beaucoup qui le savent. Moi, je l'ai appris par une personne qui s'y connaît très bien en statut auto-entrepreneur. Mais c'est possible d'avoir un numéro de TVA intracommunautaire avec un statut auto-entrepreneur. Et donc ça, c'est hyper intéressant, surtout pour nos métiers, pour le métier de brasseur, parce que ça permet de payer tout hors taxe, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc normalement, ce numéro de TVA, il est obligatoire à partir d'un certain chiffre d'affaires. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 36 000 euros. Mais en fait, on a possibilité de le demander. Et donc on le demande, on peut l'appliquer même rétroactivement, donc depuis le début de son activité, et donc récupérer la TVA sur tous ces achats. Sur tous les investissements que vous avez fait. De malt, de bouteilles. Ouais. C'est pas rien. Ouais, non, c'est énorme, quoi. Ah, je me fais encore chambrer. Tiba TV, c'est mon cousin. Il me dit la moitié, c'est sa famille et l'autre moitié, c'est ses élèves. Bah, super. On est 18 plus 4, 22 plus 3, 25 là pour le moment. Nickel. Ouais. Et ça va comme ça, j'ai pas trop de pression. Oh, 25, ça va, on n'est pas à la télé quand même. Ouais. En vrai, c'est souvent qu'on est aux alentours de 25-30 et puis c'est cool parce que du coup, ça permet à des gens de poser pas mal de questions. Et je sais que sur des petites structures comme la tienne, tu vois, c'est toujours... Généralement, ça suscite pas mal de questions juste parce que c'est souvent l'étape qu'on imagine quand on va passer de l'amateur au pro. On passe par 100, 150 et puis moi, le premier, de toute façon, je me renseigne à chaque fois. Je fais des lives, mais c'est pas vraiment pour les autres, c'est plus pour moi. Ouais. Et mais voilà. Du coup, si vous passez au cap au-dessus... Alors après, comme pro, c'est vrai qu'on vend, etc., machin et tout, mais bon, en fait, c'est plus pour une question de
rentabilité, quoi, de pas, parce qu'on peut pas se permettre de faire autrement, quoi. Oui. Déjà, c'est vrai qu'on aurait aimé peut-être prendre plus de temps pour travailler plus nos recettes, mais en ayant fait le choix de passer en 100 litres, t'as moins de marge. On a été obligé de vendre assez rapidement, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai qu'on fait déjà pas mal, on débite pas mal de bière déjà. The Love of Beer qui dit salut, tu disais vendre ta production. The Love of Beer, je crois que je t'ai découvert il y a peu, tiens, sur une vidéo à propos d'une bière du Pays de la Velge d'Arthur. Tu disais vendre ta production, comment ça s'est fait? Tu penses par des revendeurs ou c'est du bouche à oreille ou autre? Ou de la bicraft sous le manteau? Alors, nous, comment on vend, c'est ça, si j'ai bien compris? En gros, oui. Alors, du coup, les premières ventes, c'était la famille, les amis, classique. La famille des amis, ça marche très bien aussi. Et puis... Ok, je vais avoir la pression maintenant. Alors, pour info, Chaynez, c'est ma femme. Et là, elle vient de partager dans mon groupe d'amis. Donc, tu vas peut-être avoir des nouveaux abonnés. D'accord. Et donc, du coup, oui, la famille, tu vois, la famille, là, mes potes. Ouais. Et puis, après, très rapidement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec d'autres artisans, des petites structures. Ouais. C'est ça qui me plaît. Et puis, moi, là-bas de Mur, on est à 20 minutes de Lyon. D'accord. Moi, j'y suis presque né et j'y suis toujours été, donc ça m'intéressait de travailler avec les commerces d'ici. Donc très rapidement, on est allé voir la cave. Il nous les a pris et il nous a fait. En fait, on vend seulement depuis le mois de mai. Hein. On est quand même. Tout récent dans le game. Et par contre, il nous a fait des volumes hyper intéressants. Sur le mois de juin, juillet, il nous vendait une centaine de bouteilles par semaine. Donc c'était assez dingue pour nous. Ouais, tu m'étonnes. Et puis voilà, après on a eu très rapidement, on a un restaurant qui nous a appelés. On a voulu temporiser en fait quand on a rentré la cave. Ça a été notre premier point de vente. Ouais. Et du coup, quand on a vu le volume qui nous débitait, on s'est dit bon, on va se calmer, on va s'arrêter là, on va voir comment ça se passe parce que là, si ça continue comme ça, on va plus avoir de stock. Et puis il y a aussi. Et voilà. Donc et puis après là depuis ce confinement là, on est passé sur on a des nouveaux points de vente. On a une petite supérette. Un tutu, on appelle chez Tutu. Donc c'est la petite supérette ouverte jusqu'à 22h. Ouais. On a une boucherie. Et puis on a lancé en fait les ventes à emporter à la brasserie les vendredis. D'accord. Les vendredis, voilà, moi je suis en télétravail, c'est l'avantage en fait, c'est que j'ai du temps. Habituellement, je travaille à 1 heure de chez moi, 45 minutes. Donc je rentre, c'est 18h, je suis éclaté, je fais rien du tout, à part regarder des vidéos. et là, quand je suis en télétravail, c'est un vrai bonheur parce que du coup, j'ai 1h30 de trajet en moins pour aller voir mes mères, leur faire goûter nos bières, leur proposer, poster des flyers dans les boîtes aux lettres. Et du coup, on a lancé ça là depuis 1 mois, les ventes à emporter à la brasserie, avec un peu de pub sur Facebook et Instagram. Et puis des flyers dans les boîtes aux lettres, et du coup ça marche hyper bien parce que les gens ils kiffent quoi, ils découvrent qu'ils ont une brasserie à côté de chez eux qui peuvent venir acheter de la bière locale, bière artisanale et locale, et du coup c'est top quoi, on rencontre plein de gens et c'est trop bien quoi. On a Fabien Bardet qui dit merci pour votre réponse, monsieur. Santé à vous, santé les gars. Steve Grolier, bonsoir. Quelle législation pour vendre sa bière? Et sinon, Thomas BCD qui disait salut, en auto-entrepreneur, ça se passe comment niveau taxes, impôts à payer? Est-ce comme une association? Pour la partie législation, je pense que auto-entrepreneur ou association, c'est la même chose dans le sens où tu dois te déclarer aux douanes pour être entrepositaire agréé, si je dis pas de bêtises. Et c'est la seule petite chose à faire. Et après, je crois qu'il y a un test au niveau de l'eau, si t'es pas sur l'eau de la commune qui est déjà testée, etc., etc.
Et sinon, pour les taxes et impôts à payer, je te laisse y répondre. C'est important. Ouais. Alors, pour la législation, donc en fait, je pense que c'est plus ou moins les deux mêmes questions. La législation, en fait, du coup, c'est un petit peu de paperasserie au départ, mais ça paraît impressionnant, mais en fait, c'est pas grand-chose. Du coup, il y a deux choses. Il y a l'aspect société. Donc, bon, pour l'association, moi j'y connais rien, on n'a jamais pensé à ça, mais je pense que tu as déjà dû leur expliquer. Pour l'auto-entrepreneur, créer un statut auto-entrepreneur, concrètement, ça se fait en 5 minutes en ligne. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et bon, après, c'est le statut, en fait, on choisit ce parce que c'est en termes de gestion et il n'y a pas de coût. Dès qu'on passe sur un statut de société, en fait, on a tout de suite une gestion comptable à avoir. Donc, il faut payer un bureau comptable faire un bilan comptable à la fin de l'année. Donc, il faut toujours tout de suite prévoir une enveloppe de 1 200 € à l'année, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix du statut auto-entrepreneur. Donc, malgré le fait qu'on soit deux, donc en gros, nous, la technique qu'on a trouvée, c'est que le statut, la brasserie au nom de mon frère, et après moi je lui fais en fait des factures de prestation de services tous les mois, histoire que je sois pas un travailleur noir en fait et que ce soit qu'on fasse tout légalement, voilà, tout simplement. Donc ça c'est pour la partie société. Ensuite, pour pouvoir vendre des bières, donc il y a 2 autres points. Donc il y a la partie douane, donc il faut se déclarer au niveau des douanes, bières qu'on produit. Et donc ça, c'est un petit peu de boulot. Ça paraît impressionnant, mais en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Et les mecs des douanes, ils sont hyper cool. Il suffit de se renseigner sur le bureau des douanes près de chez soi, de les appeler et de se faire guider. Et après, il y a un dossier. Donc, en fait, on va avoir faire un plan de la brasserie. Donc en disant où est-ce qu'on stocke nos matières premières, où est-ce qu'on stocke nos bouteilles finies. On va leur envoyer nos recettes. Donc dès qu'on a une nouvelle recette, on va leur envoyer les recettes. Après, on a des tableaux de gestion des stocks à faire. Donc là, c'est là-dessus où c'est un peu de boulot en fait. Soit il faut trouver des logiciels tout faits, soit se faire des tableaux Excel un peu poussés. Nous, on a été pas mal aidés là-dessus. Et après, en fait, au niveau des douanes, en gros, on fait guider, ils ont toutes les pièces portées, un justificatif de la société, un justificatif de l'emplacement de la brasserie, un plan, et après, s'il manque quelque chose, ils nous aident, et puis après, ils valident le dossier, et c'est bon, quoi. Et après, on a ces déclarations à faire tous les mois. Ouais. Donc voilà. Et donc pour la question suivante, auto-entrepreneur, comment ça se passe au niveau taxes et impôts? Donc du coup, nous on a demandé un numéro de TVA intracommunautaire, donc ce qui fait qu'on paye nos achats, on peut décaisser la TVA sur nos achats et on récolte la TVA. Donc quand on vend à un particulier, on vend TTC, on doit reverser la TVA à l'État. Donc du coup, à la fin du mois, on regarde toute la TVA qu'on a payée dans nos achats, la TVA qu'on a arrêtée, en fait, on soustrait la TVA payée de la TVA récoltée et on paye en fait à l'État le surplus de TVA récolté. Donc ça, c'est pour la TVA. Donc ça permet d'acheter hors taxe. Et donc c'est hyper important de demander ce numéro de TVA quand on est auto-entrepreneur dans le milieu de la brasserie, parce qu'on a énormément d'achats sur le matériel. Enfin, on s'en rend pas compte, mais nous, on a acheté une embouteilleuse à 2000 €, donc ça fait plus de 300 € de TVA qu'on récupère, quoi. Donc ouais. C'est hyper intéressant. Et donc après, pour les impôts à payer, donc on paye, nous on a choisi la TVA, on choisit de la payer soit au mois, soit au trimestre, soit à l'année. Ouais. C'est tout un travail de gestion de trésorerie en fait. On a choisi de le faire au mois pour éviter d'avoir des problèmes, mais il y a le trimestre, voire même à l'année, pour justement permettre d'avoir beaucoup de presse. Voilà.
ça faut se faire accompagner par un expert comptable pour avoir plus de détails là-dessus, quoi. Après, au niveau des impôts pour le statut auto-entrepreneur, il y a rien de plus simple. On rentre son chiffre d'affaires hors taxe à la fin du mois, et donc on est aux alentours de 10%, 10% d'impôts. Ouais. Donc voilà. Ça me fait rire ce que je vois Quentin, Arthur, enfin des brasseurs pros qui sont passés dans le chat sur Facebook. Et ouais, ils me font rire. Benoît Barnabé de Bière et Moustache, oui, tu vois, le podcast. Ouais. Il vient de mettre double dose dans le chat. Je crois que c'est en référence à la bière de la brasserie du Vallon d'hier. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. Enfin voilà, il y a Thomas aussi qui demandait niveau salaire, vous arrivez à vous sortir combien par personne environ? Et justement, on en parlait au début. Pour le moment, l'idée c'est pas forcément de se salarier. Si je dis pas de bêtises, tu me reprends, Benjamin. L'idée tout de suite, c'est pas de se salarier, c'est juste de rentabiliser au moins les investissements qui sont faits, de se les payer avec la production. Et le salariat viendra peut-être, mais plus tard et sur un autre équipement. Ouais, c'est ça, ouais. Et surtout, on se sort pas de, on est en négatif, hein, c'est clairement, on est à plus de 6 000 euros d'investissement, là, sur 1 an et demi, 2 ans. Et donc, on vend et en fait, à chaque fois dès qu'on vend un peu, qu'on a un peu de sous sur les comptes, on réinvestit, Là, on a acheté en juillet, on a acheté une embouteilleuse parce qu'on n'en pouvait plus d'embouteiller 100 litres. Donc, on était avec le seau et on embouteillait bouteille par bouteille. Donc, on mettait 4 heures pour embouteiller notre cuvée. C'était affreux, et donc on a investi dans une embouteilleuse. Maintenant, après, on a une embouteilleuse qui fait c'est une embouteilleuse. Alors, c'est pas une embouteilleuse par gravité, c'est dans le même style que les embouteilleuses par gravité, mais avec une pompe à vide, en fait. Ouais. Ce qui fait que ça a un débit énorme. Donc, on peut envoyer. Sur le papier, c'est 400 litres heure, quoi. Ouais. Et je pense que c'est pas déconnant. Et donc ça, là, pour le coup, on est passé de 4 heures d'embouteillage à 20-25 minutes, quoi. Ah ouais. Donc c'est assez hallucinant. C'est cool. Et donc maintenant, le problème, c'est les étiquettes. Donc là, on va investir. Maintenant, on creuse pour l'étiqueteuse. Donc en fait, on est en permanence en train d'investir. Ouais. Donc, dès qu'on a un réseau, il est réinvesti. Donc on essaie d'avoir cet équilibre qui fait qu'on se retrouve pas non plus trop en perte. Et voilà. Donc là, typiquement, on était vraiment trop en perte. Donc on s'est dit, Noël, c'est le bon moment pour essayer de se rattraper un peu. Mais du coup, on a réinvesti parce qu'on s'est dit, c'est le moment aussi pour avoir les verres à l'effigie de la brasserie. Du coup, on s'est acheté une palette de verres. Donc voilà. Non, mais en fait, clairement, il faut pas choisir le métier de brasseur si on a l'objectif de faire fortune, quoi. Oui, bah oui. Mais on est très loin de se sortir. On est loin d'être rentable déjà, d'être en positif, et on est très 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 loin de se sortir des revenus, ne serait-ce qu'un complément de salaire, quoi. Ouais. Surtout à notre échelle, on a beaucoup moins de marge de manœuvre, et c'est normal. Et c'est ça, on paye tout plein pot, hein, quand on est brasseur amateur. Je veux dire, le malt, on le paye plein pot, tant qu'on peut pas acheter à la tonne. Le houblon, c'est pareil. Ouais. Donc ouais. Thomas qui dit, du coup, obligé de bosser à côté. En fait, à la base, vous travaillez, toi et ton frère, à côté, et c'est plus la bière qui est en train de prendre de l'espace, sans doute, sur le reste. Mais c'est pas forcément l'objectif initial, c'est pas forcément d'en faire une activité principale. Et je pense que vous avancez aussi un petit peu par tâtonnement pour pas jouer le jeu forcément d'un gros investissement qui mettrait une pression de dingue et beaucoup de stress. C'est ça, oui. Moi, j'avais commencé à y réfléchir et puis c'est le pari qu'ont fait justement nos collègues de la brasserie JNT. Ils sont partis sur structure. Ils sont 3, ils ont monté leur SAS, et puis là, ils sont en train de chercher un local, et ils vont faire un gros prêt.
l'atelier, etc. Et moi, c'est ce à quoi j'avais réfléchi, et je commençais justement à dimensionner un peu, à réfléchir, à travailler un business plan, en fait, tout simplement, pour me dire, si on part sur 500 litres, donc qu'est-ce qu'on prend comme matériel, donc derrière il faut les fermenteurs, etc. Et en fait, quand j'ai vu que il fallait une enveloppe de 150 000 euros, ça calme. C'est énorme. Hein. Et je me dis qu'en fait, c'est peut-être bien surtout à l'époque à laquelle on vit, où économiquement c'est très compliqué, d'avancer étape par étape. Ouais. Et typiquement, là, par exemple, on a investi dans une embouteilleuse à 2 000 euros, mais les 2 000 euros, si on vend un peu, on va finir par la rentabiliser, la machine. Oui. Par contre, une capacité de 400 litres d'embouteillage, quoi. C'est-à-dire qu'en une journée d'embouteillage, donc en fait, cette embouteilleuse-là, on l'aura pendant longtemps, parce qu'en fait, même si on passe sur des cuves de 500 litres, on pourra utiliser cette machine-là. Ouais. Et donc, il y a un gros boulot à faire pour les gens qui veulent créer une activité de microbrasserie pour se faire un complément de revenu ou pour en faire une activité principale, de recherche de matériel d'occasion, etc. Il y a un gros travail à faire parce qu'il y a des super opportunités, étant donné qu'il y a plein de brasseries qui se montent. Et il y a des actions intelligentes à faire pour éviter de faire le choix de s'endetter à mort pour acheter des super matériels tout neufs, et être un peu plus malin, de faire attention. Ouais. Nous, c'est plus notre stratégie. Thibaut Rajette qui nous dit bonjour à tous, bonjour à toi aussi. Lui, je le connais, lui. C'est vrai. On se fait envahir, ça y est. C'est un collègue à moi. Ouais. D'accord. Et du coup, alors attends, je t'ai demandé ton parcours, je t'ai demandé le passage au brassage amateur vers le pro, l'objectif, le matos sur lequel t'es, la fermentation, parce que c'est à peu près le parcours habituel des questions en gros. Et l'investissement total, tout à l'heure, t'as dit que t'étais à peu près à 6 000 euros, que vous étiez à peu près à 2 à 6 000 euros, si je dis pas de bêtises. Ouais, là on doit être dans les 7 500 euros. On va être dans les 8 000 euros d'ici la fin de l'année environ. Là on a acheté on s'est acheté 6 kilos de malt là, de 6 kilos de houblon hier. Ah oui. Du coup, un petit trou au portefeuille encore, mais on a trouvé du houblon bio, donc c'était cool. On est bien content. Ouais. Et du coup, on est dans les 8 000 euros d'investissement, comptant matières premières, etc., comptant tout, quoi. Je t'ai même pas demandé ta gamme. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta gamme comme type de bière ? Il y a 100 litres. Mon style de bière favori, je dirais, je suis bien Pale Ale et IPA. Pale Ale, s'il te plaît. Parce qu'on en parlait hier, des Pale Ale. Ouais. Mais ouais. Gamme fixe ou évolutive au gré des envies ? Maxou qui demande. Alors, on a deux gammes. On a une gamme de bières classiques qu'on appelle les classiques, donc en fait dans lesquelles dedans on a une blonde, une blanche, une ambrée et une stout. Et après on a une gamme de bières évolutives, enfin de bières de saison en fait. Et donc jusqu'à maintenant on a fait une blanche framboise. Donc, du coup on fait framboise, donc ça c'est plus une bière qu'on fait au moment où il y a les framboises. Donc là par exemple on en a encore parce qu'il nous en reste en stock, mais ça c'est plus une bière qu'on va faire l'été. Et puis là on a sorti une bière de Noël. On a fait notre première bière de Noël, on est plutôt content du résultat. On a essayé de reproduire une recette de pain d'épices, donc on a utilisé des maltes biscuits, et puis après on a mis tous les épices du pain d'épices, et puis du miel. Ouais. Donc on est plutôt content du résultat. Et puis après on a une blonde au miel. À propos du miel, c'est quoi le jeu de mots avec binous du coup ? Ouais, et voilà. D'où il vient ? Bon, c'est vrai que quand on n'en a pas parlé, c'est quand même important, quoi. Parce que du coup, à la base, on a des ruches avec mon frère, en fait. On est passionné, avant d'être passionné de brassage, on était passionné d'api.
une bonne et puis bon bah quand on a commencé à réfléchir à notre identité, à la marque et au nom de notre brasserie, bah on voulait absolument un animal et donc tout naturellement on s'est dirigé vers l'abeille quoi. Oui. Et puis après bon, on a trouvé le jeu de mots avec la binouse quoi, donc bee avec l'abeille en anglais et puis donc la binouse le mot d'argot quoi. Ouais. Et voilà, et puis du coup bah très rapidement on a fait une blonde au miel pour être pour rester dans le délire quoi. Ouais. Et ça a donné le miel, vous l'utilisez aussi pendant pour la refermentation en bouteille? Non, par contre en fait au début on avait très peur on avait très peur, on nous avait dit attention, le miel, on nous a traumatisé là-dessus. Et donc du coup, la première fois qu'on a fait une blonde de miel, on l'a mis en fin d'ébullition. Donc bon, on avait un goût de miel, mais qui était hyper léger. Moi, ça me plaisait pas du tout. Et donc, au fur et à mesure que ça a évolué, maintenant, on utilise le miel, on le met en seconde fermentation. Donc là, ça va beaucoup mieux. C'est le meilleur moyen pour garder le plus les arômes du miel. Et puis au moins tu le montes pas au-dessus de 80 degrés, du coup tu perds pas ses vertus aussi. Alors on est obligé de le chauffer. De toute façon il faut pour l'aseptiser hein, parce que le miel c'est rempli de bactéries, mais on le chauffe, on fait attention, enfin je le chauffe le moins possible. En fait je le fais chauffer à 80 degrés et je coupe dès que c'est à 80. Ouais. Donc, en fait, je le dilue dans de l'eau, je le fais monter à 80 on coupe, et puis ensuite on le met, on attend 15-20 minutes, tant d'être sûr que ce soit bien, que toutes les bactéries aient été tuées, et ensuite on le rajoute dans le mou. Mais c'est vrai que le fait que déjà que, c'est comme tout ce qui est bière aux fruits, etc. Le fait que la fermentation primaire soit passée. On va conserver les arômes du miel quoi. Ouais. Avec notre bière à la framboise c'est la même chose. La première fois on l'a mis au début. Donc nous en fait on teste, hein, on a fait aucune formation de brasseur, donc c'est vraiment tout sur l'expérience, sur apprendre à droite à gauche, discuter avec les brasseurs. Donc on a sûrement fait des conneries qui pour certains paraisseraient hallucinantes, mais on s'en fout. On est là, on aime bien expérimenter. Vous testez, oui. Et donc tout le sucre, tout le sucre de la framboise en fait avait fermenté. On s'était retrouvé avec une bière à la framboise qui avait un goût de liqueur de framboise, qui était excellente, hein, très bonne. C'était pas du tout le résultat qu'on voulait obtenir, mais elle était excellente quoi. Et du coup bon après en la rajoutant en seconde fermentation, c'est vrai qu'on avait plus du tout le même goût quoi, parce que là en passant en seconde fermentation, il y a beaucoup moins le goût est bien plus conservé et on a quelque chose qui est de beaucoup plus fruité quoi. Ouais. Beaucoup plus proche du fruit quoi. Il faut faire un peu d'hydromel. Oui, je me doute que ça a dû vous traverser l'esprit. Ah ouais, l'hydromel, on a essayé une fois, mais ça a clairement foiré. À cette époque-là, on connaissait pas. C'était il y a très longtemps. Je vais regarder rapidement sur internet et j'avais même pas fait chauffer le miel. En fait, j'avais peur de dégrader le goût du miel. Du coup, j'avais fait juste chauffer l'eau juste pour liquéfier le miel. Et j'avais rajouté après de la levure. Bon, j'avais quand même fait ça bien. J'avais acheté de la levure d'hydromel. Et c'était parti. C'était clairement parti en vinaigre. Mais par contre, depuis, on avait une dizaine de litres de vinaigre de miel qui était excellent pour la salade, quoi. Mais c'était pas de l'hydromel. Et depuis, on n'a jamais réessayé. Moi, j'ai essayé il n'y a pas très longtemps, puis on m'a conseillé les levures de sauterne ou de vin en général. Et parce que moi, un peu bêtement, dedans, j'ai mis de la levure fermentis, je sais plus, BE 256, je crois, donc pour les bières belges. Donc avec une atténuation assez forte. Et j'étais pas très fan du résultat, mais Julien Amand, qui est un brasseur amateur, il m'avait prévenu que ça allait pas donner quelque chose de très fin.
Quand tu passes... En fait, je pense qu'avec la levure de vin, on obtient tout de suite un degré d'alcool qui est bien plus élevé. Et je pense, avec les levures de sauterne, ce genre de choses, on doit avoir quelque chose de liquoreux qui doit être vraiment sympa, quoi. C'est ça. Parce que moi, je suis très franchement, j'adore le miel, mais je suis pas très fan de l'hydromel d'un point de vue du goût, de ce que ça laisse en bouche. Ouais. Faudrait que j'en goûte une spéciale et puis bien faite aussi, en marque. Quand tu passes les fruits en seconde fermentation, est-ce que tu resucres à l'embouteillage ? Oui. En fait, on resucre, quoi qu'il arrive. En fait, tu les passes en seconde fermentation, mais ça relance aussi ta fermentation, dans le sens où tu vas retransformer quand même les sucres du fruit en alcool. Du coup, ouais, bien sûr, ouais. Mais par contre, c'est les arômes. En fait, c'est ce qui fait que quand c'est la bière qui va attaquer le goût du fruit, en fait. Donc, en le mettant en seconde fermentation, le fruit il va quand même fermenter. Enfin, les sucres vont être consommés par les levures, les sucres du fruit. Par contre, le goût du fruit, il va rester plus intact. Ouais. Et par contre, oui, on resucre quand même. On resucre à l'embouteillage, puisque en fait, d'une manière générale, on se dit que de toute façon, tous les sucres ont été consommés et on en remet pour avoir notre CO2, quoi. Je crois qu'il y a ta femme qui se fout de toi. Je veux pas foutre la 1, mais bon. mais oui, l'hydromel à voir. Et vous avez essayé de récupérer les drèches ou pas encore ? Alors oui, au début, ouais. Et on les a fait sécher. Bon, après c'est toujours pareil, hein, quand on en fait sans ouais. Les quantités absolument, au bout d'un moment, on va pas faire 25 kilos de farine, quoi. Ouais. Mais ouais, on a récupéré, on a fait on a mis ça dans des pâtes à pizza, on a essayé de faire un peu de farine. Mais voilà, moi, à l'heure actuelle, c'est aussi une grosse question que je me pose, c'est quoi faire de ces drèches. Donc, du coup, pour le moment, c'est un compost énorme, sauf que ça défonce notre compost, puisqu'un compost, c'est quelque chose qui doit être équilibré. Ouais. Et nous, en y mettant 25 kilos de drèche par semaine, il est complètement déséquilibré, donc ça n'a aucun sens. C'est juste un amas de matière organique qui est en putréfaction, donc c'est vraiment pas top. Les gens, bon, quand j'ai 2-3 personnes qui ont des poules avec qui j'en ai donné, mais voilà, ça suffit pas à débiter ce qu'on a. Et là, je suis tombé sur un projet hyper intéressant. C'est une start-up lyonnaise. Ça va peut-être t'intéresser. Il s'appelle Eric, peut-être que tu connais déjà. Il bosse avec à peu près 8 brasseries lyonnaises. Et ils récupèrent les drèches et ils en font des produits qu'ils revendent, quoi. Des farines de drèche, ils appellent ça des farines de drèche. Donc ils ont une farine de drèche blanche, une blonde et une brune. Et puis après, ils ont une préparation pour genre une pâte à gaufres et une pâte à muffins ou ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça excellent, quoi. Ah oui, c'est bien. Ouais, de donner une seconde vie aux drèches, quoi. Oui. C'est vrai que... j'ai loupé le début. Il régule sa température de fermentation. Comment il cold crash à 100 litres? Tu cold crash pas, non? Non. Voilà. C'est ça. C'est le projet pour 2021. Ouais. Clairement. Nous, on a énormément de levure au fond de nos bouteilles. Enfin, on est vraiment dans l'artisanal. Il faut aimer quand. Bon, après, on travaille avec plein de levures différentes en plus, donc on a des levures qui se tassent plus ou moins bien. Ouais. Et donc ouais, on en a où on a de la levure. Enfin, typiquement, tu parlais de la levure belge, la BE 256 là. Celle-ci, nous, c'est ce qu'on utilise pour notre blonde. Ouais. C'est vrai qu'elle a du mal à se coaguler au fond de la bouteille, quoi. Ouais. Mais bon, c'est aussi ce qui fait le charme du truc, c'est qu'on a des bons arômes derrière, des arômes intéressants. Et donc du coup, ouais, en fait, on a des fermenteurs plastiques, donc on n'a pas de chambre froide, et donc on ne crache pas, quoi. Donc on a une pièce dans laquelle on fait la fermentation primaire. Enfin, on fait en gros 3 fermentations. Aux alentours de 20-25 degrés, quoi.
Donc déjà, on a eu des problèmes en été, puisque quand la canicule, elle rentre dans la maison, quand on arrive au mois de juillet, on peut plus brasser. Oui. Clairement. Et par contre, là, en hiver, c'est parfait. Cette pièce-là, elle est chauffée juste par le fait qu'il y ait un congélateur dans la pièce. Et donc, on a une température qui est hyper stable, qui est nickel pour la fermentation. Et ensuite, ce qu'on fait, en fait, donc ça dépend. On le fait pas systématiquement. On le fait pour certaines recettes. En fait, au bout du gros de la fermentation, au bout d'une semaine de fermentation, on va changer de fermenteur, étant donné qu'on peut pas soutirer notre levure. On va changer de fermenteur et ça va permettre de limiter un peu la levure. On va aussi, en fait, nos fermenteurs, ils sont surélevés sur des plateaux à roulettes. En fait, on va le mettre au contact du sol. Et le fait que ce soit au contact du sol, ça va refroidir un peu le mou. Enfin, bon, après, sur 100 litres, voilà, c'est un peu illusoire, mais voilà. Ça nous fait du bien de le faire. Et c'est tout ce qu'on peut faire, en fait. Ouais. Et donc, le projet pour 2021, donc on a un collègue, son père qui est frigoriste. Le projet, c'est de mettre un groupe froid avec des tuyaux, entourer nos fermenteurs de tuyaux, avec un groupe froid et essayer d'avoir quelque chose de sympa. Je pense que c'est hyper important, quoi. Ça va grandement améliorer la qualité de nos bières. Ouais. C'est surtout sur la clarté. Enfin, je sais que nous, on l'avait. C'est un brasseur du coin qui nous avait conseillé de faire ça, juste pour clarifier notre bière. C'est vrai que ça a marché tout de suite. Ah bah ouais. Après, moi, honnêtement, personnellement, je m'en fiche que ma bière, elle soit claire ou trouble tant qu'elle est bonne. Hein. Très franchement, c'est pas quelque chose. Et ça, il doit quand même y avoir un peu une influence au niveau du goût. Il doit y avoir moins un goût de levure quand même. Aussi. Je sais pas. Franchement, soit j'ai pas le palais assez fin pour ça, soit de toute façon on faisait gaffe à jamais baigner toute la bouteille dans le verre comme ça. On laisse toujours un fond. Du coup, je sais pas te répondre précisément, très franchement. Moi, en tout cas, ça m'a pas choqué. Par contre, là, ce qui m'a surpris vraiment d'entrée de jeu, c'est le produit qui est clarifié, quoi, clairement. Ouais. Donc, je sais que nous, on a beaucoup clarifié notre bière en rajoutant un palier protéinique. Ouais. C'est une chose qu'on faisait pas au début. En fait, on a commencé en monopalier, 67, et puis très rapidement, intéressante, et notamment le palier protéinique qui nous a beaucoup aidé, parce qu'au début, on avait des bières qui étaient hyper actives, qui moussaient beaucoup, et puis qui étaient hyper troubles, quoi. Ouais. Et donc ce palier protéinique, je pense qu'il a bien joué à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est déjà bien, je pense. Pour clarifier ça, puis le Whirlpool, ça aide bien aussi. Ouais, le Whirlpool, pareil, ça a été quand on a commencé à faire le Whirlpool, ça a été, ça a tout changé, quoi. C'est fou, ça, le Whirlpool. Moi, ça me fait rire parce que sur ma petite cuve Klarstein, j'essaye de le faire et de le faire proprement. Et ça me surprend toujours l'efficacité que ça peut avoir. Même sur cette cuve, alors que c'est tellement simple et c'est utilisé par tout le monde. C'est ça qui est fou. C'est que peu importe que tu sois un industriel ou un amateur, tout le monde fait un Whirlpool parce que c'est efficace. Ouais, nous on a rajouté un nouveau procédé sur notre dernier brassage là, qu'on avait dû entendre parler, mais bon, il y a des moments où on prend tellement d'informations dans la tête que en plus on n'est pas des pros, donc on apprend sur le tas, on n'a pas forcément le temps de tout expérimenter. Et là on a expérimenté la recirculation, en fait, faire un gâteau de drèche. Donc en fait, au moment de soutirer notre mou, après l'empâtage, on renvoie par-dessus le mou, on renvoie le mou sur le malt. T'arrêtes de brasser. Sur les drèches. T'arrêtes de brasser. Tu arrêtes de brasser pendant un certain temps et tu fais recirculer ton liquide. Comme ça, tes drèches, petit à petit, ça va faire un gâteau de malt au fond qui va faire un filtre de drèche. C'est exactement ça, ouais. En fait, nous, on a par gravité,
Donc on écoule notre mou dans notre cuve tampon, et de notre cuve tampon, on renvoie avec la pompe sur les drèches. On attend que tout soit écoulé, on renvoie sur les drèches. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que dans notre cuve, on a au fond, on a notre fond filtrant. Et en fait, le fait qu'on brasse, donc nous on a un motoréducteur maintenant, le fait que ça brasse, toute la farine va descendre au fond et elle va finir par s'infiltrer en fait en dessous du fond filtrant. Et le fait de renvoyer le mou dans les drèches, on va aspirer les farines qui sont dessous et elles vont passer par-dessus. Et en fait, par-dessus, qu'est-ce qu'il y a ? En fait, c'est toutes les enveloppes du malt. Donc les enveloppes, pendant l'empâtage, les enveloppes du malt sont remontées. On renvoie la farine dessus, et donc la farine, elle va être bloquée par les enveloppes. Et du coup, on n'est pas gagné, sans mentir, on a gagné entre 10 et 15 litres de perte en moins, quoi. Ouais. Avant, on jetait ça de bière. Maintenant, on jette ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est hallucinant. Et puis, je pense que ça va éclaircir nos bières, quoi. Et on avait une petite question par rapport au palier protéinique. Si ça n'avait pas trop atténué ta mousse ou rendu ta mousse fragile, ouais. Mais je pense que c'est aussi un dosage entre le fait que ça... Enfin, le trop et le pas assez, quoi. À chaque fois, c'est l'expérience qui prime. Et bah ça, c'est pareil. Ça, je le savais pas. Je l'ai appris il y a 15 jours. Et du coup, nous, on avait notre palier protéinique sur toutes nos bières. On avait mis, quand on avait vu que ça arrêtait de faire mousser nos bières, on avait mis 30 minutes de partout. Et après, là, quand j'ai appris ça, j'ai fait « Ah putain, mais c'est pour ça qu'on n'a plus de mousse. » Parce qu'au début, on avait des bières avec... mais on avait des bières, celles qui moussaient pas, on avait une belle tenue de mousse, etc. Elles étaient excellentes, et depuis, on n'a plus du tout de mousse. On avait vu qu'il fallait mettre de l'avoine, etc., mais on l'a pas retesté. Et quand j'ai appris ça, du coup, là, on a testé, on est passé de 30 minutes à 20 minutes pour voir ce que ça donne, donc on verra s'il y a un résultat. Protéinique, c'est 45-50 le palier ? C'est 50 degrés, ouais. Nous, on le fait à 50, ouais. Je me souvenais plus très bien. L'Irish Moss, t'as déjà essayé ? C'est au mal de whisky ? Non, c'est une petite algue irlandaise, je crois que c'est ça, que tu balances dans ton mou pendant à la fin de ton ébullition, je crois 10 minutes avant la fin. Et quand tu fais le whirlpool, ça permet que toutes tes matières en suspension s'agglutinent les unes aux autres et ça clarifie aussi un petit peu ton mou. Ah ouais, non, je connaissais pas ça. Et c'est pas mal parce que t'en mets très... Ah, c'est un clarifiant. Oui, mais naturel. Donc... D'accord, hyper intéressant ça. Et je vais prendre note. Moi, je l'ai utilisé sur je l'utilise sur mes petits brassins amateurs et ça marche. Ça va. D'accord. Faut-il une formation de brasseur pour pouvoir la vendre ? Non, faut pas de formation de brasseur. Pour pouvoir la vendre ? Ah non, clairement pas. Nous, on n'a pas fait de formation. Non, après, c'est... Mais de toute façon, j'ai envie de dire... si, on a besoin de la formation. Mais en fait, quand on est passionné, on se forme en fait. On se débrouille pour se former, quoi. On lit des bouquins, on regarde des vidéos. Et par contre, là où on apprend le plus, vraiment... Internet, c'est une source de savoir, mais là où on apprend le plus dans l'brasserie, c'est vraiment moi, c'est là où j'ai le plus appris, c'est en parlant avec... Souvent, il nous débloque sur les petites... il nous débloque sur des choses, on rajoute des éléments, enfin, typiquement le gâteau de Drèche, le Irish Moss, si ça se trouve, pour nous, ça va être une révolution, enfin, c'est des conneries, mais en fait, on rajoute des petites étapes comme ça et on améliore grandement la qualité de sa bière, quoi. Ouais. On apprend beaucoup des autres, quoi. Donc la formation elle est pas obligatoire, mais elle est grandement recommandée, quoi. Très bien. Moi j'hésite, il y a peut-être une installation un peu comme la tienne aux alentours de 100 litres qui est en train de se libérer pas loin parce que le brasseur va passer sur 200 litres et ça me pose question de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si j'investis dedans, etc. Ça me tente de brasser plus gros, ça me tente d'essayer le gaz, ça me tente d'avoir un matos que je peux faire évoluer. Tu sais, d'abord au gaz, puis après essayer de l'électrique, puis après essayer du Herms. Et tout ça, tu peux bricoler sur une cuve de 100 litres. Et c'est ça qui est agréable.
Et puis, j'aime bien le fait qu'un brassin, si je fais un brassin par mois, ça te fait 80-90 litres de bière à vendre, ce qui veut dire que du coup, ça commence à représenter, nous on vend 5 € le litre, donc ça fait 450 € par mois, ça commence à représenter une belle somme, et du coup après on peut imaginer investir dans d'autres matos, etc. Enfin bref. C'est ça l'idée. Par contre, ouais, c'est vrai que nous, on a parlé de tout ce qui allait bien, mais pour parler un peu des choses qui vont pas bien, nous, avec le gaz, on a des gros soucis de gestion de température, quoi. Ouais. Je dis qu'on fait des paliers, mais en fait, déjà, les thermomètres, je comprends pas comment ça fonctionne. S'il y a un brasseur là dans le chat qui a un thermomètre révolutionnaire, on est preneur, parce que nous, on galère. Hein. Pourtant, on a l'argent des notions de température au gaz, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer d'arriver à... nous, on fait un palier à 50, bon, ça, c'est pas compliqué. Après, on fait un palier à 62-63. Là, pour arriver à maintenir ces 62-63, c'est hyper compliqué. Pourtant, on a un motoréducteur, on a tout ce qui va bien, mais typiquement sur notre bière à forte teneur en alcool, donc nous, c'est notre ambré à 7. On a énormément de malt, c'est hyper compliqué si on ferme le capot, ça explose. Notre thermomètre, il affiche 78. Après, il va redescendre à 63. Enfin, on est perdu. Et donc, c'est très, très compliqué. Donc, je pense que des fois, sur certaines recettes, nos paliers sont pas respectés comme on l'aimerait. Après, est-ce que ton brûleur, il est assez précis dans sa graduation ? Alors, c'est des... Donc, concrètement, c'est des trucs, soit on allume, soit ils sont allumés, soit ils sont éteints, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a ça déjà qui peut jouer pas mal. Et sinon, dans les choses miracles qu'il y a, on peut mettre des thermostats sur une installation à gaz. Et après, il faut que l'installation soit prévue pour ça. Ça coûte très cher. Mais on peut mettre des thermostats et du coup régler la température, programmer une température pour la stabiliser ensuite. D'accord, ouais. Regroupez-vous en association si vous êtes brassam, hein, et sinon vous recirculez pas pendant le mash. Ouais, justement, c'est non jusqu'à maintenant. Et en fait, là, c'est la première fois qu'on faisait notre ambré depuis qu'on a notre motoréducteur. Et on a eu un gros souci de cuve, d'amas de cramé au fond de notre cuve. Parce que t'es sur un fond filtrant, t'es pas sur un anneau. Alors, j'ai pas entendu ta question, ça a coupé. Tu es sur un fond filtrant ? T'es pas sur un anneau filtrant sur ta cuve ? Ouais, on est sur un fond filtrant, ouais. Parce que je sais que Paul Sinelli, quand on leur pose la question pour monter une picobrasserie, il conseille l'anneau filtrant et pas le fond filtrant, parce que le fond filtrant, il y a les farines qui se déposent au fond, et du coup, avec le gaz, ça peut le cramer, le fond. Alors qu'avec un anneau filtrant, vu que les pales vont un peu plus profond, elles brassent ces farines-là, et du coup, ça évite qu'elles se stabilisent au fond et se sont cramées par la suite. Mais sinon, ouais, la recirculation, c'est un bon truc aussi. Un anneau filtrant, ouais, je vois pas ce que c'est. En fait, c'est un filtre sous forme d'anneau, mais qui va, je sais pas comment te dire, ça fait un angle tout autour de ta cuve, en bas de ta cuve, ce qui fait qu'en gros, tu peux toucher le fond de ta cuve réel. C'est juste tout le tour qui est filtrant. Je sais pas comment le dire autrement. Attends, je vais essayer de trouver sur Paul Sinelli. Oui, c'est une sorte de seau filtrant, en fait, de passoire, quoi. Ouais, c'est pas de passoire. Enfin, oui, ça y ressemble forcément. Mais attends, je vais essayer de trouver ça parce que c'est pas. Mais ouais, en fait, je pense que oui, c'est ça. Hein, c'est les farines. À cause du motoréducteur, le motoréducteur, ça balance beaucoup plus les farines au fond. Ouais. On l'a bien vu parce que quand on a fait, quand on faisait pas encore le gâteau de Drèche, qu'on avait le motoréducteur, c'est là où on a eu notre plus grosse perte vraiment sur l'ébullition. Et donc là, on n'a pas eu ce problème de perte avec l'ambré. Par contre, on a eu nos cuves qu'on cramait et je pense que ça vient du fait qu'il y a la farine. Donc du coup, ouais, je pense qu'on va se mettre à, enfin vu qu'on n'a pas cet anneau filtrant, on va circuler et faire. Après, ouais. L'anneau, c'est juste
C'est un remplaçant du fond filtrant. C'est Paul Snelly qui conseillait ça. Hein. Moi, j'ai pas de retour d'expérience dessus direct. Mais de toute façon, pour passer à ce genre de choses, ça voudrait dire qu'il faudrait rallonger ton bras, ton motoréducteur, pour que tes pales descendent plus bas. Du coup, je pense que ça peut être un peu chiant pour vous de le faire maintenant. Mais voilà, c'était pour information. Ouais, après, de toute façon, c'est vrai que l'avantage de faire recirculer le mou, c'est qu'en plus, on homogénise la température encore plus, quoi. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, ça, typiquement, ça nous a... Enfin, moi, ça me fait prendre du recul sur l'aspect grossir. Si on doit passer sur du 500 litres, clairement, ce sera pas du gaz, quoi. Ouais. Enfin, plus, quoi, parce que je me dis que sur des volumes encore plus gros, ce sera encore plus compliqué et si on veut vraiment de la stabilité, faire un truc vraiment bien, carré, etc., automatiquement, avec une cuve électrique, on aura quelque chose de beaucoup plus carré, quoi. Oui. Puis, très franchement, ça semble plus facile à gérer, j'ai l'impression, l'électricité. Et puis, moi, ça me rassure de ne pas avoir de flamme. C'est bête, hein, mais rien que ça, je trouve ça agréable. Ouais, moi, j'avais un peu le raisonnement inverse. En fait, moi, ça me paraît... En fait, moi, le bière, je le vois un peu comme une popote. Moi, j'aime bien faire à manger. Et je déteste les plaques à induction. J'ai des plaques à induction chez moi parce qu'on nous a filé la gazinière. Enfin, du coup, c'est pas une gazinière, c'est un machin avec un four et des plaques à induction. J'aime pas ça et je fais tout le temps cramer mes plats parce que je vois pas le feu, en fait. Ah oui. C'était une évidence d'être sur du gaz. Et c'était une évidence que même en passant dessus, il faudrait être sur du gaz. Et maintenant, je commence à revenir en arrière dans ma tête parce que je me dis que c'est pas gérable à un certain volume du gaz, c'est compliqué, quoi. Oui. Ok, Maxou, isolation de la cuve joue aussi, oui, c'est vrai, ça évite les déperditions. Vous recirculez pas pendant le mash, c'est ce qu'on vient de dire. Ok. Écoute, pour ma part, on a fait le tour des questions, enfin de moi des questions que j'avais à te poser. Et je regarde si j'en ai oublié dans le chat. Je suis désolé, je suis moins dynamique qu'hier. Hier, on a fait 3h40 de live. Et ça m'a tanné, clairement. Non, mais j'ai pas oublié de questions, je crois. Ouais, j'avais regroupez-vous en association si vous êtes brassam, les échanges, c'est ce qui est le plus important et plus efficace pour progresser. C'est vrai que c'est hyper intéressant de discuter avec les brasseurs. Après, c'est vrai que du coup, faudrait voir l'intérêt qui est à monter une association entre plusieurs brasseurs. Enfin, si, je pense que des intérêts, il y en a plein. Oui. Ne serait-ce que pour acheter du matériel, machin et tout. Puis franchement, acheter des matières premières. Même le fait que toi, là, t'étais quelque chose où tu te rapproches en gros du pro, parce que tu tends vers une professionnalisation. Et moi, je trouve ça hyper bien. Enfin, il y a des brasseurs amateurs qui sont hyper intéressants, qui connaissent, qui gèrent, etc. Mais il y a quelque chose que, en tant que brasseur amateur, je retrouve rarement, c'est le fait d'avoir un produit stable et une grande répétabilité des recettes. Et l'air de rien, ça, c'est compliqué à trouver aussi. Tu vois, des gens qui ont ce genre de problème, qui vont vers de la stabilisation et qui répètent souvent les mêmes recettes, on le trouve rarement chez les brasseurs amateurs. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et il y a Steve Grolier qui disait, vous brassez chez vous, et tu l'évoquais tout à l'heure, tu brasses dans le garage de la maison familiale. Voilà, c'est ça, ouais. Ce qui a un gros avantage, c'est que il y a 0 loyer, mais le gros inconvénient, c'est qu'on a 0 stockage. Et là, ça commence à être vraiment tendu. Sachant que là, on est en train de passer le cap supérieur, parce que maintenant qu'on est bien équipé, donc là, on va, je pense, d'ici la fin de l'année ou début janvier, on va investir sur une étiqueteuse semi-automatique. Donc du coup, on aura vraiment une unité volume. On ne perdra pas de temps sur la mise en bouteille et l'étiquetage du moins. Et puis en plus, vu qu'on a monté notre atelier de brassage, notre atelier de brassage, on l'a personnalisé, on l'a optimisé.
Donc en fait, dans la recirculation, dans le fait qu'on rajoute la pale de brassage, ça nous fait gagner du temps, ça nous homogénise la température. Donc là, on a encore 2-3 trucs à améliorer. Mais maintenant, en fait, à la base, on mettait quasiment une journée pour faire un brassin quand on a commencé. Et maintenant, on est passé en fait à beaucoup moins de temps. Et donc maintenant, on arrive à faire 2 brassins sur une journée. Ah oui. Et donc, étant donné qu'on travaille à côté et qu'on brasse que le week-end, c'est hyper intéressant pour nous. Donc là, on a fait le week-end dernier notre premier double brassin donc sur notre ambré. Et donc du coup, là, l'objectif maintenant, c'est de faire que des doubles brassins. Et donc du coup, il faut pouvoir... Du coup, on 100 litres embouteillés. Sachant qu'on a 5-6 recettes en stock, il va falloir trouver des solutions là pour le stockage. Tu m'étonnes. Et tiens, tu utilises un logiciel de brassage ? Alors, non. Enfin, oui et non. C'est un petit peu particulier. Nous, on fait tout sur Excel. En fait, on a un logiciel Excel. Donc ça, c'est justement le collègue de mon frère qui a une brasserie dans l'Allier. Qui a créé c'est un peu un geek du Excel et il a créé vraiment un logiciel de création de recettes mais 100% sur Excel quoi. Ouais. Avec tout ce qu'il faut, toutes les formules. Enfin, il est vraiment super complet quoi. Du coup, on a utilisé et ça va très bien. Ouais. Et donc après, du coup, on n'a jamais testé. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'a jamais testé de logiciel, donc on peut pas comparer, quoi. Il faudrait tester des logiciels quand même pour pouvoir comparer, mais bon, on se débrouille bien avec ça, donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est tout sur Excel et c'est assez poussé, quoi. Ouais. On a la gestion des stocks, on a le calcul du coût de revient de la bière, on a tout, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien ça, déjà. Ouais. Combien se vend la bière en 33 en gros chez un caviste ? Du coup, en gros, chez un caviste. Donc là, j'ai pas compris si c'est le prix auquel nous on vend au caviste ou le prix auquel vend le caviste. Je pense que c'est le prix que vend le caviste. Ouais, il vend 3,20. En fait, on a notre gamme de classique et notre gamme de spécial, on a une différence. Ah, combien nous on les vend, ouais. Donc nous on les vend 1,80 hors taxe et 2,05 hors taxe. D'accord. Voilà. C'est des prix, voilà. Nous on pouvait pas trop être en dessous parce que quand on a commencé, vu qu'on achetait tout, on était tout à flux tendu, on avait des coûts de production qui étaient énormes, donc si on a dû refuser les personnes qui voulaient nous les prendre moins cher, quoi. Parce que sinon, ouais. Sinon on était clairement perdant, quoi. mais voilà. Ok. Et les gars, je vous invite à poser vos dernières questions si vous en avez. On est là encore 5 minutes et bien sûr s'il y a plein de questions, on est là encore plus longtemps. Du coup, toi, vous êtes en association, c'est ça ? Ouais, pour le moment, on est en association, mais c'est ce que j'explique assez souvent. On a beaucoup brassé jusqu'au mois de septembre, si je dis pas de bêtises. Et depuis le mois de septembre, déjà, moi, je brassais beaucoup moins, voire pas. En fait, ça fait depuis le mois de septembre, personnellement, que j'ai pas brassé. Et Robin, lui, il a pris un petit peu de retrait, donc l'autre brasseur. Par rapport à l'association, il veut brasser que pour lorsqu'on fait des événements dans notre village. Du coup, moi, je suis en train de réfléchir à en gros comment je veux brasser pour la suite. Et en gros, brasser peu, genre une fois par mois, mais quand même générer du revenu. Et tout ça, ça me pose question, j'y réfléchis. Il n'y a rien de fixe pour le moment, rien de fixé. Et je vois, quoi, tout simplement. Moi, je veux pas de pression économique. Je veux pas d'emprunt. Ou si je fais un emprunt, il est en mon nom. Et je loue après le matos à l'association. Mais s'il est en mon nom, ça veut dire que je peux me le permettre parce que mon salaire peut me le permettre. Tu vois, je veux pas emprunter 20 000 euros, par exemple. Ouais. Je veux emprunter peu. L'asso me rembourse
par rapport. L'asso me rembourse, mais en réalité, c'est mon travail qui me rembourse puisque c'est moi qui produirai la bière pour l'association. Mais voilà, c'est vraiment une réflexion que j'ai. Mais pour le moment, de toute façon, j'ai pas de local. On n'a plus de local. Du coup, c'est vraiment que à l'état de réflexion à moi dans ma tête. Et je vois. C'est pour ça que je discute avec toi puis avec d'autres. C'est pour alimenter un petit peu tout ça. Cela fait environ combien de bénéfices sur un brassin de 50 litres? Est-ce que toi, tu peux calculer, en gros, enfin, je réponds pas à ta place, hein, je te laisserai répondre après, mais je pense que pour toi, là, c'est compliqué de calculer tes bénéfices, dans le sens où, de toute façon, n'importe quel argent que tu aurais en surplus, tu le réinvestis. Et si on calcule des bénéfices, c'est calculé sur la base des investissements qui sont faits avant et des amortissements qu'on doit rembourser. Du coup, toi, t'es pas dans cette logique-là, puisque tu mets tout dans les investissements pour le moment. Donc... C'est exactement ça, ouais. Donc, je pense qu'il du coup, il doit vouloir dire de marge, quoi, sur un brassin de 50 litres. Oui. Alors, nous, on est sur des brassins de 100 litres, mais la marge, c'est difficile. Franchement, je l'ai jamais calculé réellement, parce que du coup, justement, vu qu'on n'a pas, pour le moment, on est loin d'être sur une rentabilité. On a calculé à la grosse notre coût de production, pour avoir déjà un ordre. C'est normal, puisqu'en fait, quand tu dois vendre, oui. Tu dois savoir à combien tu produis, quoi, oui. à un moment donné. Par contre, on est clairement sur un coût de production qui varie, quoi, parce que à un mois, il y a 4 mois, on achetait les sacs de kilos. On achète, je sais pas, 10 sacs d'un coup. Le houblon, on achetait par sac de 100 grammes, maintenant on achète par 1 kilo. Les bouteilles, c'est pareil, au début on les achetait, donc les coûts ils fluctuent. Après, donc notre coût de production pour le moment il fluctue, donc ne serait-ce que ça. Oui. Et voilà. Puis après, on est très loin de regarder aux bénéfices qu'on fait, quoi, puisque c'est vrai que pour le moment, on cherche surtout à stabiliser nos recettes, les améliorer via des processus, et puis gagner du temps, notamment sur la partie embouteillage, étiquetage, etc., quoi. Ouais. Pour que ça nous libère du temps, justement, pour pouvoir expérimenter, bosser sur de nouvelles recettes. Et puis là, depuis le début novembre, on s'est fait plaisir. On a pu vraiment expérimenter. Donc voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un peu aussi le problème quand on commence à vendre. Du coup, il faut se dire, on vend, donc on doit avoir des recettes stables, on doit avoir les stocks dans nos recettes qu'on a, pour pas se retrouver à dire, non, on n'a plus rien à nos revendeurs, etc., ou même à nos clients. C'est un peu triste. Mais par contre, on est aussi une microbrasserie, on est des passionnés, donc nous, ce qui nous plaît, c'est d'expérimenter des nouvelles recettes, quoi. Donc, ouais. Du coup, il faut se dégager du temps pour ça, quoi. Donc là, ça a été un peu l'objectif de ces derniers mois, quoi. Donc là, on a pu expérimenter, on est content. Du coup, je pense qu'on a répondu à peu près à tout. Je sais pas si toi, tu avais des questions, Benjamin. Je te demande ça alors que c'est toi l'interviewé, mais bon. Ouais, mais si, mais du coup, elles se sont glissées au fur et à mesure du débat, en fait, hein, puisque après, j'en ai sûrement oublié, mais ouais, typiquement, nous, par rapport aux problèmes qu'on a, par rapport à la gestion de temps, c'est la gestion de température. Après, pressez-vous le sac de houblon pour extraire tout le jus en dry hopping. Je me demande si extrait pas de mauvais goût. Alors, pour le coup, nous, de manière, et on met en dry hopping, on fait que du dry hopping. Nous, on met pas le houblon en 5 minutes en fin d'ébullition. Tu mets de l'amérisant, mais après tu fais que du dry hopping. C'est ça. Parce qu'en fait, on s'est dit, c'est de l'aromatique, et en fait, tant qu'à mettre du houblon, que ça coûte la peau du cul, autant le mettre en dry hopping, quoi.
où on est sûr qu'il y a un maximum d'arômes qui se dégagent plutôt que de mettre 5 minutes en fin d'ébullition. Donc pour nous, ça avait plus de sens de mettre la même quantité en fait en dry hopping plutôt que de le mettre en fin d'ébul. Voilà, donc déjà il y a ça. Et ensuite, en dry hopping, on le met, donc on n'utilise que du pellet, que ce soit en aromatique ou en amérisant, et on le met directement comme ça dans le fût. D'accord. Sans filtre, sans rien du tout. Déjà, ça évite. Avant, on utilisait les fameuses chaussettes à houblon là. Ouais. Et en fait, du coup, on la faisait bouillir, la désinfecter, machin et tout. Il y a toujours un risque, même si à ce moment-là de la fermentation, il y a quand même beaucoup moins de risque de fermentation, de contamination, il y a quand même un risque. Et puis voilà, puis même le fait de mettre un morceau de tissu dans la bière, ça nous plaisait moyen. Et puis en fait, quand il y en avait des quantités relativement importantes, on avait l'impression qu'en fait, ça faisait un amas, ça gonflait. Et le houblon, il n'était pas à l'intérieur, il n'était pas complètement extrait. Enfin, ça nous plaisait pas, quoi. Et du coup, on s'est dit on le balance dedans. Au moins, on est sûr que ce soit le meilleur moyen de diffuser de diffuser les arômes du houblon, quoi. Ouais. Et donc après, de toute façon, une fois que le houblon là, le son il a encore sauté. Après, nous, quand on soutire, en fait, quand on va mettre en bouteille, quand on envoie dans notre cuve de resucrage, on a un filtre type chinois hyper fin et qu'on désinfecte, et on fait passer notre moule là-dedans et ça bloque les dernières particules de houblon et ça va très bien comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, ça saute le... Il y a quelque chose d'instable et je crois pas que ça vienne de ma connexion. Enfin, je suis fibré ici, du coup. Ah ouais. Mais bon, c'est pas trop grave. Mais ouais, c'est parce que ça... Donc moi, on n'a jamais eu de problème de mauvais goût. Je pense qu'avec le houblon, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. D'accord. Après, pour le moment, on n'a pas des bières hyper houblonnées. Voilà, ouais, parce qu'on n'est pas parti là-dessus dans un premier temps. Par contre, ça va être ce qu'on va faire sur 2021, sur les nouvelles recettes là. Ouais. C'est en projet. Du coup, là, c'est pour ça qu'on a fait le stock de houblon tant qu'on en avait. Et donc, du coup, là, on va essayer d'autres trucs. On va justement essayer. Moi, je l'ai regardé un peu à quel stade on mettait un peu les houblons pour faire des bières beaucoup plus gelées, type Al, type IPA, et voilà. Donc, on va tester ça. Sébastien qui me dit: toi, Louis, tu dry up comment? Je crois que mon houblon, je le mets à 80 degrés pendant 20 minutes et pareil, je balance les pelés pendant 20 minutes dedans et puis basta. Je mets pas de chaussettes, rien. En fait, les chaussettes, j'ai un doute là-dessus parce que du coup, c'est un tissu, t'as tendance à le réutiliser. Tu peux choper une merde, j'ai l'impression, avec, si tu le laves mal, etc. Et du coup, je m'embête pas à mettre une chaussette. Et en plus, si j'ai trop de dépôts dans ma bière, vu qu'on passe par plus qu'un cold crash, on fait une phase de seconde fermentation en frigo entre 5 et 8 degrés, je crois. Et du coup, pendant 2 semaines. Et du coup, on agglutine bien les levures au fond et les dépôts aussi. Ouais. En fermentant. Ouais, ça, nous, c'est vraiment le truc qui nous manque, qui serait vraiment bien, quoi. Et pour le coup, pour pour l'amérisant, j'imagine que tu fais pareil, du coup. Moi, je balance plus le houblon en amérisant. Je le balance... le houblon, quand est-ce que je le mets déjà? Je le mets pendant ma montée, après mon palier à 78 degrés. Je vire mes drèches et je mets mon houblon à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il monte avec mon mou à 100 degrés à l'ébullition, mais je le mets pas quand je suis à 100 degrés. C'est que j'ai lu quelque part, sans forcément le vérifier, que ça adoucissait le côté amer du houblon amérisant, que ça le rendait un peu plus linéaire en bouche, tu vois, moins violent. Enfin, je sais pas comment te dire. Et du coup, j'ai fait ça. Enfin, je fais ça en l'occurrence. Et puis moi, ça me plaît juste parce que du coup, j'ai pas de timer à prévoir pour ça. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est plus à l'arrache en gros. Je sais que
Je vire mes drèches, je balance mon houblon dedans, je fais monter ma température. Puis voilà. Après, mon feu se coupe, je fais un flame out et j'ai pas de soucis particuliers pour le houblon. Après, moi, je galère à chaque fois sur le houblonnage accru. À froid, pendant la seconde fermentation, et je fais jamais des trucs très propres. Chaque fois, mes bières, elles sont un peu lourdes quand je fais ça. Ah bon? Oui, mais bon, ça c'est de ma faute. C'est-à-dire trop houblonné? Trop houblonné ou même trouble, tout simplement. J'ai trop de dépôts dedans malgré... Mais c'est moi, je veux soutirer trop de bière, je veux pas trop en jeter, du coup j'en soutire sans doute beaucoup trop. D'accord, ouais, je vois. Ouais. Je devrais plus trier. Mais là d'ailleurs, on a acheté des fermenteurs de 50 litres d'eau en inox et j'ai même pas encore brassé dedans, mais ça ira mieux parce qu'il y a un petit robinet, etc. Oui. Mais nous, on a beaucoup moins de dépôts depuis qu'on fait le Whirlpool, mais c'est vrai qu'après, il faut faire attention. Pendant quand on retire la bière du fermenteur, de pas trop aspirer de levure, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est le piège. On veut économiser, puis d'un côté, on fout en l'air notre bière. Ouais. Et après, ouais, nous, on a du mal un peu à s'en rendre compte parce que vu qu'on n'a pas cet aspect de froid, je pense que, en fait, même si on laisse qu'on touche pas du tout à la levure, qu'on se dit bon, là, c'est bon, on a fait quelque chose de hyper propre. Le problème, c'est que on a une bière qui est à 25, quoi, 20, 25, et du coup, il reste quand même de la levure en suspension qu'on ne voit pas. Ouais. Et bon, selon les levures, on a notre blanche, bon, après, avec pas mal de levure au fond de la bouteille, quoi. Ouais. Mais en soi, on s'y fait, quoi. Après, le passage au frigo avant de la boire fait quand même pas mal le taf. Et après, on a des très bonnes surprises sur certaines. Sur sur l'ambré, typiquement, on a. Après, c'est de l'UE05, on a vraiment que dalle de levure au fond de la bouteille, quoi. Ouais, j'adore cette levure. Ouais. Nous, c'est pareil, on l'utilise sur la ambrée avec du malt caramélisé à 50 EBC. Et puis, ça nous fait toujours quelque chose de très bon, très fin en plus. Ouais. Elle est bien. Le Whirlpool, vous le faites à quelle étape ? Moi, perso, je le fais 5 minutes avant la fin de mon ébullition. Ou maintenant, des fois, je coupe l'ébullition et je fais le Whirlpool à ce moment-là. Mais c'est un peu chiant avec... au début, on avait des serpentins. Enfin, maintenant, on a changé, mais avant, on avait un serpentin et dans la cuve, c'était un peu chiant de refroidir. Faire le Whirlpool et tout, c'était un peu le bazar. Ouais. Nous, on fait... pour revenir sur le houblon, le houblon, on le met... par contre, on fait monter... après, c'est la spécificité du... Enfin, le fait qu'on soit au gaz, on fait monter en température, ça prend énormément de temps. Ah oui. Et en fait, une fois que ça bout, on met le houblon. Et puis après, on lance notre chrono à ce moment-là. Une fois que notre chrono est terminé, on coupe le gaz. On enlève notre... en fait, le houblon, celui-ci, jusqu'à maintenant, on le mettait en sachet. Ouais. Je pense qu'on va peut-être plus le mettre en sachet. À partir de maintenant, on va carrément abandonner les sachets. Et du coup, jusqu'à maintenant, on enlevait le sachet. Et à ce moment-là... Vous le refroidissez à quel moment, du coup ? De quoi ? Vous refroidissez à quel moment, tu as dit ? J'ai dit, du coup, en fait, on coupe l'ébullition, ouais. On fait le whirlpool et après on refroidit 20-25 minutes après, quoi. Oui. Et c'est les levures Kveik, elles floculent super bien, du moins celles que j'ai testées. Ouais, puis au moins ça pourrait corriger aussi ton petit problème de température de fermentation pour l'été aussi. C'est vrai, ça. C'est quoi, ça ? C'est des nouvelles levures qui viennent, corrigez-moi dans le chat s'il vous plaît, qui viennent de Norvège ou quelque chose comme ça, et leur température de fermentation optimale elle se situe genre autour de 40 degrés, 35, elle fermente entre 30 et 40 degrés, c'est assez fou apparemment. Moi j'ai jamais testé, mais j'arrête pas d'en entendre parler depuis quelques temps. Et en plus, moi mon préjugé là-dessus, en me disant le palier de fermentation,
où l'intervalle de température de fermentation est assez large, mon préjugé c'était doit pas avoir un goût terrible. Et il y a plein de gens avec qui j'en ai parlé qui m'ont dit que non, elle avait un super goût et qu'elle elle donnait des arômes vachement intéressants à la bière. Du coup, je pense que c'est à tester. Ouais, d'accord, ouais, parce que du coup, c'est sa température de fermentation, quoi. Ouais. En fait. Du coup, elle apporte, ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, mais après, ouais, la problématique, c'est que nous, on a personnalisé, on a vraiment mis une levure dédiée à chacune de nos recettes. D'accord. Enfin, bon, après, sur des recettes, on a des levures qui se répètent. Mais c'est vrai que il y a des brasseries qui utilisent sur toutes leurs recettes. Une fois qu'ils ont une bonne levure, ils utilisent toujours la même. Et nous, c'est pas le parti pris qu'on avait, parce que pour moi, la levure, elle apporte quelque chose d'hyper important, quoi. Et du coup, elle personnalise vraiment le goût de la recette. Elle personnalise vraiment la recette, quoi. Ouais. C'est ce qui fait que la recette est unique en plus du choix des maltes et des houblons, quoi. Mais par contre, ouais, du coup, ouais. Ce qui fait que c'est compliqué d'avoir une levure différente sur une même recette pour travailler en été, par exemple. Pierre, il dit on peut te corriger sur le nouvel. Effectivement, les fermiers norvégiens les utilisent depuis longtemps. Et ouais, pour la gestion de la température, c'est vraiment cool. Et du coup, c'est bizarre parce que en Norvège, on peut pas dire qu'il fasse 35-40 degrés, quoi. Ouais, franchement, je m'y connais pas assez pour avoir un réel point de vue là-dessus. C'est vraiment juste ce que j'en lis et ce qu'on me dit. Donc un jour, il faudrait qu'on fasse une rencontre autour de la levure et de la fermentation en général entre brasseurs amateurs. Je vais noter, ça m'intéresse. Ouais. Il y a aussi la vitesse de fermentation. Beaucoup de pros américains réduisent leur temps de production pour un produit équivalent en qualité. À voir. C'est-à-dire Là, tu atténues ta bière beaucoup plus vite. Tu atteins ta densité finale beaucoup plus vite apparemment. D'accord, ouais. Je viens d'en tester à 37 degrés, fermentation finie en 1 semaine. Non mais de toute façon c'est dingue, déjà nous les levures, quand on les balance là en ce moment, on refroidit beaucoup plus efficacement. On a trouvé un moyen pour refroidir beaucoup plus efficacement. Et avant, surtout qu'on est en hiver, du coup l'eau est beaucoup plus froide, ça aide aussi. Ouais. Mais avant, on balançait la levure typiquement au mois de septembre, quand il faisait encore chaud, on mettait la levure à 28-30 degrés. En fait, à 30 degrés, on la mettait. Je disais, c'est pas un souci. En fait, on nous avait expliqué que c'était pas un souci, que c'était le plus important, c'était pas la température d'ensemencement, c'était la température pendant la fermentation. Donc, si la pièce est à 20 degrés, en gros, la température va se stabiliser. Donc, on peut ensemencer à 30. Et après, si le mou il baisse à 25, ça va le faire, quoi. Ouais. Mais par contre, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est que à 30 degrés, les levures, elles attaquent au quart de tour. Et à 25, elles attaquent beaucoup plus lentement. Et à 20 degrés, elles attaquent encore plus lentement, quoi. Ouais. Et ça, c'est quoi. T'étonne pas que des levures à 37 degrés, la fermentation aille beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Et apparemment, c'est hyper bon le fait que justement que les levures elles fassent le taf vite, en fait. Ça permet d'avoir moins de faux goûts. C'est ce que j'avais lu quelque part. Ah oui. J'ai aucun avis là-dessus, très sincèrement. En gros, plus le gros, après je l'ai pas vérifié, hein, mais que plus le gros de la fermentation se faisait rapidement, plus les levures attaquaient rapidement, moins on avait de risques de faux goût, quoi. Ouais. Si les levures elles mettaient du temps à démarrer, on avait des risques de faux goût, ce qui au final paraît assez logique, quoi. Il y a moins de temps qu'il y ait des bactéries ou ce genre de choses qui se développent, quoi. Ouais. Non, écoute, c'était très cool en tout cas d'avoir répondu à mon message pour venir nous partager un petit peu ton expérience sur ta petite installation. Et puis, moi, je serais curieux qu'on se refasse ça le jour où tu passes à une étape supérieure, si ça te dit, hein. Juste histoire de voir un peu comment t'as avancé entre aujourd'hui, la photographie un petit peu qu'on a pris d'aujourd'hui, et si à un moment tu
tu passes pro, et ben ça serait sympa qu'on se refasse la même chose, le même rendez-vous, et qu'on reprenne une photographie à ce moment-là et qu'on voit ce qui a évolué. Et puis carrément. même toi, tu vois, ton point de vue, c'est intéressant, j'aime bien. Alors j'ai pas assez de recul parce que la chaîne, ça fait pas longtemps que je m'en occupe, mais j'aimerais bien voir les choses évoluer et puis voir qu'on a suivi comme ça de temps en temps des gens. Je trouve ça intéressant. Carrément. Et mais, du coup, je t'ai même pas demandé dans quelle région t'étais, toi, de quel côté t'étais. Je suis de Creuse, donc à 40 minutes de Limoges. D'accord. Voilà. Et toi, du coup, c'est dans quel coin ? On est à côté de Lyon. Ouais. On est à 20 minutes de Lyon, à l'est de Lyon. Ouais. D'accord. Donc on est s'il y a des gens dans les alentours, on est à Saint-Bonnet-de-Mur, entre Jonas et Saint-Priest. Voilà. Donc à côté, on est dans une zone où il y a énormément de microbrasseries. Il y en a quasiment dans chaque village maintenant. C'est juste hallucinant. Et voilà. Du coup, si à l'occasion tu passes par Lyon, tu oui. diras. J'ai un oncle là-bas dont je commence à parler un petit peu souvent en live. Donc oui, je te dirai ça. Il n'y a pas de problème. Et Babat qui vient d'arriver au moment où on va couper le stream. Bonsoir, ouais, là, ça fait un petit moment, là. Il y aura le replay de toute façon sur YouTube, je ferai un petit montage et je mettrai tout ça en ligne directement. Je vais essayer de couper les moments où le son a sauté, je vais essayer de faire ça à peu près bien. Et puis... désolé du coup je pense que ça vient de mon côté, ouais, parce qu'en fait, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être ma mère qui regarde la télé, du coup, ça ponctionne sur le réseau. Ouais. Peut-être, mais ça a été. Hein. De toute façon, comme je te dis, je ferai des coupures ou un petit montage et puis ça passera tout seul. Hein. Ok. Et voilà. Et merci à toi encore une fois. Et puis, pas de souci. Et puis je te dis à la prochaine sans doute. Et puis on se tient au courant du coup quand tu auras. Même si à un moment tu as une étape que toi tu estimes intéressante, moi tu vois, je suis personne pour le juger. N'hésite pas à m'en parler. Puis comme ça, on en parle aussi entre nous. Ça suscitera des questions chez d'autres aussi. Et puis, c'est toujours intéressant de discuter de tout ça. Carrément. À quand le prochain live ? Sans doute la semaine prochaine avec Alexandre de Siroton le Houblon. Mais je vais un petit peu diminuer les lives. 2 par semaine, c'est beaucoup. Encore plus quand on prend l'apéro 2 fois. Voilà. Mais du coup, je vais en faire juste un. Et puis un bien, on va dire, plutôt que 2. Et puis il faut aussi durer dans le temps et je veux pas tout épuiser non plus tout de suite. Mais bon, là en période de confinement, j'avoue que c'était pratique d'en faire 2. C'est vrai que ça aide. Hein. Ça fait... Ouais, ça libère du temps. Et par contre, juste pour revenir sur un truc de tout à l'heure, quand tu m'as demandé ce que je faisais des drèches, t'en fais quoi ? Les poules, les moutons. Ou t'as... Moi, c'est les moutons. Les poules et les moutons, et c'est tout. Une fois, on a essayé de faire des crackers. Franchement, les trucs, ils nous ont fait péter tous. Mais des bombes atomiques. C'était terrible. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être qu'on les avait mal cuisinés ou quoi, mais c'était terrible. Du coup, ça m'a coupé l'envie d'en refaire, tu vois. Ok. Donc, ouais. Du coup, les poules et les moutons, dans la Creuse, ça aide. Par chez nous, il y en a beaucoup moins, tu vois. Ah ouais. Compliqué. Tu m'étonnes. Mais bon. Mais ouais, c'est ce que je voulais faire, ouais, trouver un agriculteur ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ouais, tu devrais te renseigner sur Maltivore, ce qu'ils font. Ouais. C'est hyper intéressant. Je me demande si j'ai pas écouté un podcast ou lu un article sur eux. C'est possible, ouais, ils sont passés sur France 3, je crois, donc ils doivent commencer à se faire un peu connaître, quoi. D'accord. Donc voilà, Sébastien. J'ai répondu à ta question. Avec une brasserie en fait, qui est pas très loin de chez nous, qui est sur Brignais, qui s'appelle Caribou. Donc, c'est comme ça, moi, que je les ai connus. D'accord. Donc voilà. Bon, ouais. Bonne soirée, puis à la prochaine. Alors. À toi aussi. Au revoir tout le monde. Vous pouvez nous soutenir via Hello Asso et nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont en description. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération.